L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Clément Koutiadé, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer à travers votre présence dans nos studios ce matin. Vous avez démissionné hier du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent, laquelle formation politique pour laquelle vous assumez jusqu'à il y a quelques heures, si on peut encore le dire ainsi, le poste de coordonnateur de la 22e circonscription électorale. Dites-nous, quelles sont réellement les motivations de cette démission? Merci beaucoup, M. Kader. Je crois que dans la lettre que j'ai adressée au secrétaire exécutif national, j'ai notifié les raisons pour lesquelles il m'a plu maintenant de partir du parti FCBE. Excusez pour presque la répétition. En définitive, vous n'êtes pas sans savoir qu'en mars 2020, nous avions été suspendus avec un certain nombre de camarades. Pourquoi? Parce que nous avions pris par nous le devoir de dire la vérité aux militants. Lorsque vous parlez de dire la vérité, c'était quoi en quelque sorte, pour ceux qui n'ont pas suivi en quelque sorte cette actualité au moment des faits? Merci beaucoup. En mars 2020, s'annonçaient les élections présidentielles. Et il fallait un candidat pour le parti FCBE. Avec un certain camarade, nous avions pensé qu'il fallait que la démocratie s'enracine davantage dans les partis politiques et que le candidat du parti puisse provenir de la base et que la base participe au choix du parti. Mais ce n'était pas la vision de certains qui pensent que entre membres du bureau politique, on pouvait choisir un candidat, ce qui n'était pas notre avis et on est montré au créneau en passant au niveau de la presse pour alerter les militants. Et comme dans aucun parti aujourd'hui au Bénin, il y a la démocratie, certains, ceux qui se voyaient en ce moment-là un peu plus en nombre important, ont décidé donc de suspendre quelques-uns parmi nous, y compris moi-même. Justement, lorsque vous parlez de démocratie, c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Lorsque vous dites qu'il y avait quand même une grande partie qui soutenait les candidats en place, est-ce que quelque part, vous aussi, vous n'étiez pas dans une posture un peu antinomique à ce que vous revendiquez par le passé? Non, ça dépend de la manière dont les partis sont mis en place. Vous savez qu'au Bénin, c'est toujours, on a dit qu'il y a réforme du système partisan, mais ce n'est pas rentré dans les partis politiques. Mais en ce moment, c'est vrai que du point de vue nombre, quand on prend le bureau exécutif, et ça n'a peut-être pas trop changé. Aujourd'hui, on était 77 membres avant qu'une partie n'aille créer les démocrates. Et vous voyez, au moment où on parlait donc en mars 2020, on était à peine 20 membres d'un bureau exécutif de 77 membres. Mais c'est vrai, on n'était pas assez nombreux à vouloir que, effectivement, au niveau du parti, que le choix se fasse vraiment par un certain nombre de militants. Mais ce ne devait être que ces ça. militants, c'est vrai qu'on ne va pas vraiment au mieux le couteau dans la plaie, mais ces militants, par le passé, voulaient qui comme candidat? Est-ce à dire qu'Alassane Soun Djimba n'était pas assez représentatif des idéaux que prônait alors le parti politique? Est-ce que Paul Rumpe n'était pas à même de porter l'étendard de candidat au sein de ce duo présidentiel? En fait, je ne peux pas juger aujourd'hui de ce qu'un candidat soit le mieux, à même de mieux représenter le parti. Mais en ce moment-là, nous avions quand même beaucoup de candidatures qui s'étaient annoncées. Enfin, même moi-même, on m'a positionné comme étant candidat, bien que je ne sois pas candidat, puisqu'on voulait que tous les membres du bureau exécutif soit qui est des primaires en quelque sorte. Qui est des primaires, mais une primaire entre que les membres du bureau exécutif, ça ne sonnait pas bien et je pensais, en tout cas avec un certain nombre de camarades, on pensait qu'on pouvait faire mieux et que à travers ce que on aurait fait au niveau du parti FCBE, surtout que on était quand même en dehors donc des deux blocs, on était le parti qui avait un certain nombre de conseillers qui étaient bien représentatifs. On pouvait l'organiser entre conseillers et dire, effectivement,
pour qui nous pourrions porter notre voix pour que la population puisse nous entendre. En ce moment-là, vous savez qu'il n'y avait que le seul candidat qui avait le vent en poupe, mais on pouvait jouer la double fête en ce moment-là. Malheureusement, on ne nous a pas compris et le résultat est ce que nous avions eu. Et donc, il y avait ça. Donc, une fois que nous avions Avant été... de vous laisser évoluer dans votre raisonnement, vous étiez pour quel candidat, par exemple? Mais moi, j'avais un candidat dans le plateau. Lequel? C'est M. Adeyemi Fatai qui était le candidat du plateau, aussi bien pour le poste pour la présidence que pour la vice-présidente. Ok. Maintenant, aujourd'hui, la présidentielle est passée avec également Théophile Yarou, tout ce qu'on a eu par le passé et tout. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à démissionner? Mais c'est ça que j'étais en train de présenter. Donc, une fois que nous avions été suspendus, ça veut dire que nous n'avions pas participé aux élections présidentielles. Après, il y a un groupe qui a entériné cette suspension pour fixer le délai à 3 mois. Après 3 mois, enfin, pour eux, c'est comme si, la suspension est levée. Mais une suspension qui a été prise par note officielle devait être levée par note officielle. Jusqu'au 31 août, nous n'avions pas eu d'informations comme quoi notre suspension a été levée. Et donc, du coup, on nous a invités plusieurs fois à des séances auxquelles nous n'avions pas participé parce qu'il nous est difficile d'aller nous asseoir en face des gens qui nous ont suspendus par lettre officielle et qui, jusque-là, ne nous ont plus rien dit. Encore qu'au moment de la suspension, très rapidement, ils sont passés. Ils ont passé les informations à travers les réseaux sociaux. Et donc, pour tous les militants, c'est comme si on était suspendus. Donc, par rapport à ça, nous n'avions pas compris pourquoi ce n'est que le 31 octobre ça a été fait. Mieux, nous étions... le 31 octobre, vous avez été réhabilité. On m'a annoncé le 31 octobre comme quoi je pourrais participer à une séance et que réellement je suis réhabilité. Et quand on a été réhabilité de cette manière-là, je dis ce n'est pas normal parce que ça n'est pas passé par la voie officielle puisque on devait m'adresser une lettre comme quoi je suis réhabilité. Deuxième raison, oui. Nous n'avions pas, de par notre distance vis-à-vis du parti, nous n'avions pas connaissance de ce que le mode de gestion a changé. Est-ce que vous parlez du mode de gestion est changé? Qu'est-ce que vous reprochez au mode de gestion actuel? Le mode de gestion, c'est que nous avions officiellement, dans les statuts du parti, nous avions un bureau politique, un bureau exécutif et l'Assemblée générale. Il se fait qu'un autre groupe s'est formé et qui décide pratiquement au nom des deux bureaux, qu'il appelle G10 ou groupe des sauveurs. C'est tellement ceux qui ont participé à ce que le parti soit totalement, redevienne vraiment la propriété de ceux qui sont là actuellement. Donc, du coup... Ce groupe, si ne me permettez pas, je suis un peu curieux, ce groupe était composé de qui par exemple? Donc, je ne peux pas me faire... je n'ai pas besoin de révéler des secrets ici. D'appeler les noms, mais de toute façon, nous avions un groupe 10 qui se dit groupe de sauveurs, qui a pris en otage tout le parti. Et à sa tête Mais naturellement, vous avez un secrétaire exécutif national qui certainement gère, mais je ne sais pas comment ça se gère à leur niveau. Je sais qu'il préside les séances du bureau exécutif national. Donc, ce groupe étant formé, donc ça gère pratiquement de façon opaque le parti. Et donc, les militants sont là. Aucun congrès n'a été organisé depuis. Tout se fait comme si ça se limite tout simplement à Cotonou. Et ce n'est pas normal que moi, je me retrouve encore dans un parti de ce genre. Donc, les deux raisons voilà. Alors maintenant, aujourd'hui que vous êtes parti, que vous estimez qu'il y a eu mauvaise gestion et que on aurait sapé votre autorité entre autres lors de la désignation du duo présidentiel pour l'élection présidentielle de 2021, vous avez été réhabilité, mais néanmoins, vous avez noté également cette mauvaise gestion. Aujourd'hui, vous posez vos valises où en tant qu'acteur politique? Ou bien vous prenez une retraite politique? Merci beaucoup. En le faisant, je pense que je ne suis pas seul. J'ai dû prendre le temps d'avoir l'avis de mes amis, de mes partisans, de mes frères,
et qui pense qu'il n'est pas normal qu'à ce niveau, même si la situation politique aujourd'hui n'est pas assez rose et que vraiment c'est c'est de véritable jungle qui se passe au niveau du pays, il n'est pas normal qu'on puisse s'asseoir comme ça et ne pas faire la politique. Encore que je suis conseiller communal. Donc j'anime à ma manière la vie politique au niveau local. Mais quant à la vie politique au niveau national, il y a beaucoup de challenges aujourd'hui. Le challenge le plus important, c'est le challenge lié à la réconciliation. Le Bénin doit se réconcilier. Nous avions l'autre challenge de la réhabilitation de notre démocratie. C'est un gros challenge que nous devons affronter. Et donc, par rapport à cela, je ne peux pas me faire dire où je vais poser. Je suis un divorcé et un divorcé doit prendre le temps d'analyser, de savoir vraiment où poser ses pas, non, il risque d'être rattrapé par... Ne pensez-vous pas avoir trahi FCBE lorsque vous avez été élu conseiller sur la bannière de FCBE et que, pour convenance personnelle, si on peut l'exprimer ainsi, vous démissionnez de cette formation politique? Je ne crois pas avoir trahi FCBE si ce n'est FCBE qui m'a trahi. Mais est-ce qu'en temps, au moment où vous avez noté ces anomalies, est-ce que vous avez tenté d'échanger avec le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, afin quand même de trouver un terrain d'entente? Est-ce que vous avez tenté d'échanger avec Paul Rompé? Un bureau exécutif dans un parti politique, je vous ai dit que dans un parti politique, on devait accepter les contradictions. Et c'est ça qui fait grandir les partis politiques. Moi, j'avais ma position par rapport à une méthode, je l'ai exprimée, on l'a exprimée en séance normale, mais certains ont voulu que ça se passe autrement, et quand ça se passe comme ça, on n'a pas l'auto... Enfin, oui, mais justement, lorsque vous exprimez, votre option de gestion d'une situation, d'une crise politique, vous faites des suggestions au sein de votre groupe. Elles peuvent être prises en compte comme ne pas être prises en compte. Mais il faut quand même que le groupe vous laisse la possibilité. Le temps de vous laisser la possibilité, le secrétaire s'est donné justement à une suspension sans peut-être l'avis même de reste du groupe. Et donc, alors que les statuts du parti, le règlement intérieur ne lui autorise pas. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait un débat réel au sein des partis politiques. Et je ne le dis pas que c'est seulement au niveau des FCBE. Il y en a de ces problèmes-là au niveau des partis politiques où vous avez des suspicions, où vous avez des blâmes. Nous devons travailler à ce que, au niveau des partis politiques, qu'il y ait des discussions franches et que chacun puisse vraiment donner son point de vue et qu'il n'y ait pas de super secrétaire exécutif, de super président qui prennent la décision de suspendre ou d'exclure qui ils veulent. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé de réconciliation nationale, vous avez parlé également de la réforme du système partisan. Je vous prends par rapport à la réforme du système partisan. Est-ce que vous pensez que l'essence de cette réforme est comprise par vous, acteurs politiques? Malheureusement, il y a un système partisan qui a été mis en place sur un fondement, des anciens fondements, où on pense que quelqu'un crée son parti, c'est lui le propriétaire du parti. Il ne pense pas qu'il y ait de discussions à l'intérieur du parti, qu'il y ait de contradictions à l'intérieur du parti. Et c'est ça qui pose problème par rapport au système partisan. Et je regrette qu'il y ait une loi qui remette tout le pouvoir local aux partis politiques, où c'est les partis politiques qui décident de la direction des mairies. Et comment les partis politiques sont installés? Est-ce qu'ils ont été installés de façon démocratique? Est-ce que pour élire le secrétaire exécutif national, pour élire le président d'un parti, est-ce que ça a eu l'avis de tous les membres fondateurs? Mais c'est ça le véritable problème. Donc on s'entend, on dit mais tel doit être à tel poste, tel doit être à ce poste. Alors que nous avions travaillé pour élire les maires. Mais ces maires-là sont obligés de se faire nommer par les partis politiques. Justement, puisque vous en parlez, est-ce que vous ne craignez pas par rapport à votre poste de conseil communal? Je ne crois pas qu'il y ait une loi qui m'empêche d'être conseiller.
alors que je suis élu sur une liste. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de réconciliation nationale. Sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï, vous avez été nommé directeur général de l'ONAB. Boniaï, qui l'on connaît un peu quand même son opposition farouche à l'égard du régime du président Patrice Talon. Il était au palais de la Marina le 22 septembre dernier. Vous, en tant qu'acteur politique, vous qui êtes soucieux de cette décrispation, quel regard portez-vous sur cette rencontre qu'il y a eu entre Patrice Talon et Boniaï? Merci beaucoup. Je pense que ça fait partie de la réconciliation. Pour vous, c'est un fait positif? C'est totalement positif parce que nous ne pouvons pas, je ne peux pas être président d'honneur d'un parti politique et voir mes militants qui sont en prison, soit en exil. Je me dois de prendre ma responsabilité et je suis d'accord que le président Yahi ait pris sa responsabilité et d'aller voir qui de droit, puisqu'il a été aussi une fois président. Donc aller voir qui de droit pour solliciter soit son aide ou son appui pour que il y ait plus de passivité dans la République. Et là, moi, je pense que s'il y a des choses que le président Talon peut faire sans trop de protocole, je suis tout à fait... je voudrais le supplier de le faire. Parce que nous avions besoin de ça dans le pays si véritablement nous aspirons au développement. Parce que nous avions besoin de nous aimer entre nous, d'une réconciliation, même si... en définitive, ça finira par venir un jour. C'est ça le problème. Ça finira par venir un jour. Vous avez été acteur politique, vous avez pratiqué en partie aussi l'ancien président Thomas Boniaï. Depuis que Boniaï a été au palais de la Marina, il est objet de tout commentaire les plus quand même sordides. D'aucuns estiment qu'il serait allé voir Patrice Talon à des fins personnelles, étant donné qu'il n'était pas au palais de la Marina en compagnie d'acteurs politiques du Parti politique Les Démocrates et autres. Pensez-vous que Boniaï était à la Marina pour des fins personnelles ou pour des fins politiques? Merci beaucoup. Je pense que peu importe la posture du président Yahi Boni par rapport à cette visite, que ce soit pour des fins personnelles ou des fins politiques, l'essentiel, c'est qu'il ait posé les vrais problèmes de la République aujourd'hui. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Je crois que si quelqu'un a le courage d'aller poser ses problèmes malgré son adversité avec son interlocuteur, je pense que celui-là est à féliciter. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et si on doit ruminer tous ces problèmes, on ne finira jamais. Et si on prend l'exemple sur les pays qui nous entourent, je pense que les gens arrivent à toujours trouver une solution à leurs problèmes. Entre le président Boari et l'ancien président nigérien, on connaissait, les oppositions connaissaient les adversités. Et aujourd'hui, il est envoyé en mission pour le compte de l'Nigeria. Enfin, je veux parler... Donc, vous espérez aussi que dans les jours à venir, Patrice Talon également puisse envoyer Boniaï en mission pour le compte du Bénin? En quoi cela va gêner quelqu'un si c'est pour le bien de la République? En quoi cela va gêner si c'est pour le bien de la République? Oui. Alors, Clément Kouchadé, pour finir, vous êtes conseiller communal. Vous êtes dans la ville de Pobé. Le gouvernement, il effectue quand même des projets pour quand même le rayonnement de cette ville. En tant qu'élu communal, quelle serait votre contribution au développement de votre localité? Est-ce que vous allez toujours rester dans une sorte de voir le mal partout? Parce que généralement, on estime que lorsqu'on est en opposition sur nos tropiques, on voit le mal partout. Ou vous voulez vous joindre quand même à la mouvance pour quand même laisser votre nom également une fois dans l'histoire? Merci beaucoup. Je regrette que dans certaines communes, qu'il n'y ait qu'une seule voix. Je pense qu'aujourd'hui, et je parle sous le contrôle du maire de Pobé, il doit savoir que la participation des FCBE au conseil communal de Pobé est une chose assez positive. Et si même il y a un accompagnement franc, c'est plutôt celui des élus FCBE. Parce que nous savions que s'il y a des projets de développement, nous n'allons pas cracher sur ces projets. Nous allons l'envelopper, nous allons essayer de participer à ce que ces projets puissent véritablement bien se mettre en place. Et c'est ce que nous faisons depuis. Donc,
On n'est pas là pour cracher sur tout, on n'est pas là pour dire que tout va mal. Tout ce qui est bon, nous sommes obligés de l'accompagner, nous sommes obligés d'encourager à le faire. Donc, ne pensez pas que nous sommes une opposition va-t-en-guerre, nous sommes une opposition assez constructive qui travaille pour que le développement, tant entendu, se fasse et que s'il y a des projets de développement pour notre localité, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de ces conseillers de l'opposition d'aujourd'hui qui soient véritablement opposants au problème de développement de leur localité. Au problème de développement de leur localité. Dernière question pour finir. Vous avez quitté FCBE, il y a les démocrates qui s'offrent à vous, restaurer la confiance, Force Corée pour le développement du BNFCDB ou carrément Union progressiste ou BR, Clément Koutchalé dans les jours à venir, où nous allons vous attendre? Je vous ai dit qu'il y a des challenges. Justement, il y a des challenges qui pointent à l'orée, notamment les élections législatives de 2023. En tant qu'acteur politique averti, vous savez que ça se prépare au moins tout 12 mois à l'avance, quand même, ou tout au moins 8 mois à l'avance. Clément Koutchalé, il faut que vous vous positionnez sur l'échiquier politique national. Vous sentez déjà où, quand même, plus ou moins? Je dis au-delà des élections, le plus gros challenge aussi aujourd'hui, c'est bien la réconciliation, c'est bien un sursaut unitaire, c'est bien la patience. La patience. Merci à vous, Clément Koutchalé. Merci d'être passé sur EZAU TV ce matin afin de nous quand même apporter quelques clarifications par rapport à votre démission du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Merci d'avoir été matinal, chers amis internautes. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. À toutes et à tous. Merci pour l'attention.